As-tu remarqué des signes montrant que l'inflation commence à s'accélérer? De notre point de vue, nous constatons une augmentation significative. C'est quelque chose de remarquable. Nous avons augmenté nos prix et en parallèle, nos fournisseurs nous facturent également plus cher. Et le marché accepte cela sans grande résistance. Cela ne semble pas exceptionnel. Prenons l'exemple du secteur de la construction. Nous possédons 9 entreprises de construction, en plus de notre division de maisons préfabriquées qui est la plus importante du pays. C'est donc un domaine dans lequel nous sommes très impliqués et les coûts ne cessent d'augmenter. L'acier, par exemple, devient plus cher chaque jour. Jusqu'à présent, les salaires n'ont pas suivi cette tendance car ils réagissent généralement avec un certain décalage. Si le syndicat de l'automobile signe un contrat de 3 ans, ce sont les conditions de ce contrat qui s'appliqueront pendant toute cette durée. En revanche, pour les matières premières, comme l'acier, les prix varient quotidiennement et les acheteurs, comme General Motors, doivent s'y adapter immédiatement. L'économie traverse une transformation inattendue. Beaucoup de nos entreprises, notamment dans le commerce de détail, ne savaient pas à quoi s'attendre lorsque l'on a autorisé leur réouverture après plusieurs semaines de fermeture. Ce qui nous a surpris, c'est le retour très fort de la demande. Les gens veulent acheter. Et même si nous ne pouvons pas livrer immédiatement, les clients acceptent d'attendre. Ils disent « Ce n'est pas grave, puisque personne d'autre ne peut livrer non plus, nous attendrons 3 mois. » Les commandes en attente s'accumulent donc de plus en plus. Nous pensions que la demande allait diminuer une fois que les aides de 600 $ par semaine cesseraient. Mais l'activité économique a continué, et elle continue encore. Je reçois des rapports chaque semaine. Carole, une collègue, m'appelle pour examiner les chiffres des magasins à Chicago, Kansas City et Dallas. Et cela ne ralentit pas. Les gens ont de la liquidité et n'hésitent pas à payer plus cher. Lorsque les prix des tapis augmentent, même si c'est annoncé pour dans 1 ou 2 mois, les clients achètent quand même. Nous savons que nos coûts augmentent. La chaîne d'approvisionnement est totalement désorganisée dans presque tous les secteurs. Mais la consommation ne faiblit pas. C'est presque devenu une sorte de frénésie d'achat. L'argent circule différemment à travers l'économie, favorisant certains secteurs en défavorisant d'autres. Il y a plus de liquidité dans les poches des consommateurs, bien sûr, à l'exception de ceux qui sont dans une situation dramatique. Un exemple concret, je n'ai pratiquement pas porté de costume depuis plus d'1 an. Ce simple fait a mis à mal les pressings. Plus personne ne nettoie ses chemises de blanche. Ces petits entrepreneurs, s'ils ne proposaient pas de service à emporter ou de livraison, ont probablement dû fermer. En revanche, les enseignes comme Dairy Queen, qui ont su s'adapter, ont vu leurs ventes comparables augmenter de manière significative. Aujourd'hui, nous sommes face à une économie insensible aux prix. Les consommateurs ne réagissent plus aux hausses comme avant. Je ne suis pas certain de la manière dont cela se reflète dans les différents indices des prix, mais il est clair qu'il y a beaucoup plus d'inflation que ce que l'on aurait pu prévoir il y a 6 mois. Et certains analystes très compétents estiment que ce n'est que le début et que cela pourrait devenir dangereux. L'inflation aura un impact. Sur le long terme, l'inflation semble inévitable. Et les politiques économiques actuelles, axées sur la relance et la stimulation de l'activité, auront forcément des conséquences inflationnistes. Et lorsqu'un pays contracte une dette importante vis-à-vis du reste du monde, il n'est pas rare que ses dirigeants choisissent, plus tard, de la rembourser avec une monnaie dévaluée. C'est une manière classique d'alléger le poids de la dette extérieure. Et nous accumulons en ce moment beaucoup de dettes extérieures. Ce qui m'amuse, c'est d'entendre certains responsables politiques parler de argent du contribuable pour financer telle ou telle mesure, comme par exemple le sauvetage d'AIG. Mais en réalité, les impôts n'ont pas augmenté. En fait, les recettes fiscales actuelles sont inférieures à celles d'il y a quelques années. Elles sont passées d'environ 2 600 milliards de dollars à près de 2 300 milliards. Donc non, ce ne sont pas les contribuables qui paient directement. Ceux qui supportent réellement le coût de ces mesures, ce sont les détenteurs de titres à revenus fixes, comme les bons du Trésor américain, qui, lorsqu'ils arriveront à échéance, verront que leur pouvoir d'achat a diminué.
On pourrait dire, par conséquent, que ceux qui financent indirectement le sauvetage d'AIG, ce sont les Chinois, par exemple, car ce sont eux qui détiendront à terme des obligations américaines dévaluées. Mais il est plus simple et plus politiquement acceptable de dire que ce sont les contribuables qui paient, même si leurs impôts n'ont pas été augmentés. Moi, je n'ai pas vu mes impôts grimper. Toi non plus. En fait, on va même me rembourser 250 $ prochainement. À mon avis, le véritable coût de tout cela sera assumé par l'érosion du pouvoir d'achat des actifs libellés en dollars à taux fixe. C'est la solution la plus simple, donc probablement aussi la plus probable. En résumé, il ne fait aucun doute, nous allons assister à une inflation importante. En période d'inflation, la meilleure protection possible est votre propre capacité à générer des revenus. Si vous êtes un enseignant d'exception, un chirurgien talentueux, un avocat reconnu, peu importe votre domaine d'activité, vous aurez toujours droit à une part déterminée de la production de biens et de services des autres, quelle que soit la devise utilisée. Que ce soit de l'or, des crypto-monnaies ou des dollars, votre capacité à créer de la valeur économique reste votre meilleur rempart. Peu importe que vous soyez journaliste, développeur ou ingénieur, si vous excellez dans votre profession, vous aurez toujours accès à votre juste part du gâteau économique, indépendamment de la dépréciation éventuelle de la monnaie par rapport à un étalon antérieur. La deuxième meilleure manière de se prémunir contre l'inflation, c'est de posséder une entreprise remarquable. Imaginez que vous soyez propriétaire d'une société dotée d'une marque forte, mondialement connue, comme Coca-Cola. Dans 20 ou 50 ans, les gens continueront de consacrer une part de leur travail quotidien pour acheter ce produit sans se soucier de la hausse générale des prix. Les consommateurs seront toujours prêts à échanger quelques minutes de leur travail contre, disons, 33 centilitres d'un produit qu'ils apprécient. C'est pourquoi les deux actifs les plus précieux dans un contexte inflationniste sont, premièrement, vos compétences professionnelles et votre potentiel de revenus, et deuxièmement, une entreprise capable de générer des bénéfices de manière stable, surtout si elle n'exige pas d'investissement massif. Car un besoin élevé en capital fixe rend toute activité vulnérable à l'inflation. Dans cette optique, le conseil le plus judicieux est simple: investissez en vous-même. Un jeune, par exemple, aurait tout intérêt à devenir neurochirurgien et à investir dans une entreprise solide, plutôt qu'à acheter des obligations d'État. Si vous évaluez les actions selon une méthode d'actualisation des flux de trésorerie au taux d'intérêt actuel, vous constaterez qu'elles sont très bon marché. La grande inconnue concerne l'évolution des taux dans le futur, mais on dispose déjà de projections sur les taux à long terme, notamment à travers la courbe de rendement sur 30 ans, entre autres indicateurs. Nous vivons une période unique. Jamais auparavant, on avait injecté autant de liquidités dans l'économie via la politique budgétaire, tout en maintenant une politique monétaire avec des taux proches de zéro. La situation semble confortable, presque euphorique, mais en économie, on ne peut jamais prendre une décision isolément. Chaque action entraîne des réactions. Il faut toujours se demander, et ensuite? On observe une distribution massive de fonds. 85% de la population a reçu ou recevra un chèque de 1 400 $. Et pourtant, il y a quelques années à peine, on disait que 40% des ménages étaient incapables de réunir 400 $ en cas d'urgence. Aujourd'hui, l'immense majorité touche des montants conséquents. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de conséquences négatives majeures. Les bénéficiaires se sentent soulagés. Les prêteurs, en revanche, sont plus sceptiques. Mais ce flux de capitaux stimule les marchés boursiers, renforce les entreprises et crée un climat positif chez les électeurs. Reste à voir si cela entraînera d'autres effets moins agréables. Et si ce n'est pas le cas, on peut s'attendre à ce que ces politiques se poursuivent, voire s'amplifient. Toutefois, en matière d'économie, chaque choix finit par produire des effets mesurables. C'est pourquoi des sociétés comme Google ou Apple, même si nous ne détenons pas de part dans Google ni dans Microsoft, sont remarquables. Elles génèrent des rendements élevés sur le capital, ont besoin de peu d'investissement et dégagent d'énormes flux de trésorerie. Si vous cherchez des obligations publiques capables de produire un rendement similaire, vous serez déçu.
Nous détenons par exemple pour 100 milliards d'actifs obligataires qui nous rapportent à peine 30 ou 40 millions par an, selon les taux à court terme. Ce faible rendement crée une pression, exactement ce que souhaitent les autorités monétaires. Elle pousse les capitaux vers des investissements plus productifs. Et en Europe, cette stratégie est menée de façon encore plus agressive. De notre côté, nous la renforçons avec des politiques fiscales expansionnistes. Résultat, les gens se sentent rassurés. Progressivement, ils deviennent insensibles aux chiffres. Les billions n'impressionnent plus, mais 1 400 $, cela parle à chacun. Reste à savoir où tout cela nous mènera. Mais pour Charlie et moi, il s'agit du phénomène économique le plus fascinant que nous ayons observé de notre vivant. N'est-ce pas, Charlie? Oui. Et bien sûr, les économistes professionnels ont été profondément surpris par ce qui s'est produit. Cela me rappelle une citation de Churchill à propos de Clément Attlee. C'était un homme très modeste et il avait beaucoup de raisons de l'être. Cela s'applique parfaitement à certains économistes aujourd'hui. Ils étaient sûrs de leur modèle, mais le monde leur a prouvé qu'il était bien plus complexe que prévu. John Maynard Keynes l'avait déjà souligné il y a des décennies. L'inflation est un impôt invisible que seule une personne sur 1 million comprend véritablement. Et cet impôt pèse principalement sur ceux qui ont eu foi dans leur monnaie. L'une des manières les plus efficaces de se protéger contre l'inflation, selon de nombreux experts, et je partage cet avis, ne réside pas dans les actifs financiers, mais dans le renforcement de ta capacité à générer des revenus. Développer tes compétences et tes talents est un investissement que ni les impôts, ni personne ne peuvent diminuer pendant que tu les cultives et qu'on ne peut pas te retirer. Plus tu deviens compétent dans ce que tu fais, que tu sois ingénieur, enseignant, designer ou toute autre profession, plus tu acquiers de la valeur sur le marché, peu importe ce qu'il advient de la monnaie. D'un point de vue plus passif, posséder une part dans une entreprise solide et bien gérée peut offrir une excellente protection contre la perte du pouvoir d'achat. Une société bien dirigée a la capacité de s'adapter, d'ajuster ses prix, de résister aux chocs économiques. En réalité, si l'on observe l'histoire du dollar américain, il a perdu plus de 90% de sa valeur depuis le début du 20e siècle. L'inflation pénalise sévèrement ceux qui placent leur confiance dans l'épargne monétaire. Pourtant, même dans des contextes économiques difficiles, on peut s'en sortir si l'on fait les bons choix. Si on m'avait dit à ma naissance que le dollar perdrait autant de valeur, j'aurais peut-être hésité à affronter l'avenir. Mais avec le temps, j'ai compris que les défis économiques n'empêchent pas de réussir si l'on agit intelligemment. C'est pour cela que je suis convaincu que la décision la plus sensée est d'investir en soi-même. Chaque compétence nouvelle, chaque savoir acquis est un actif durable. Il ne dépend ni des marchés, ni du gouvernement, ni de la conjoncture. Tout le monde n'a pas besoin de suivre un cursus universitaire, mais chacun devrait trouver des moyens d'améliorer ses capacités. En particulier, savoir bien communiquer peut avoir un impact immense. Je me souviens avoir suivi un cours de prise de parole en public et de persuasion, peu coûteux, mais d'une valeur inestimable. Parfois, une seule formation pratique peut surpasser l'effet d'un diplôme universitaire. Je conseille toujours aux jeunes de chercher un emploi qu'ils accepteraient même s'ils n'avaient pas besoin de travailler. C'est une piste révélatrice. Il ne faut pas tomber dans le piège de vivre en mode automatique. Ne vous dites pas « tout ira bien, je fais ça en attendant et je verrai plus tard ». La vie ne doit pas être vécue en veille. Le premier poste ne sera peut-être pas le bon, mais il faut persévérer jusqu'à trouver ce qui vous anime. Vous ferez des erreurs, c'est certain. L'essentiel est de les éviter dans les grandes décisions, celles qui orientent dans votre vie à long terme, comme le choix d'un partenaire de vie. Dans le monde des affaires, j'ai pris de nombreuses décisions, certaines mauvaises, mais je fais de mon mieux pour en limiter l'impact. Je ne reste pas bloqué dessus, je ne rumine pas. Ce qui coûte le plus cher, ce ne sont pas les erreurs visibles, mais celles qu'on ne voit pas. Les fautes d'omission sont souvent bien plus graves que celles de commission. Je n'ai jamais perdu énormément sur une seule mauvaise opération, mais j'ai manqué de belles opportunités, parfois à hauteur de 10 milliards de dollars, parce que je n'ai pas agi quand je le pouvais. Ne pas avoir investi dans Microsoft à ses débuts n'est pas une occasion manquée, car je ne comprenais pas encore assez bien le domaine pour juger.
Mais dans d'autres cas, je savais ce qu'il fallait faire. Et pour une raison ou une autre, je ne l'ai pas fait, ou seulement à petite échelle. J'étais là à tergiverser quand j'aurais dû signer des chèques. Et ces occasions manquées ne figurent nulle part dans les rapports ou les statistiques, mais elles existent, et je les ai bien ressenties. Les victoires que l'on remporte dans la vie ont d'autant plus de valeur qu'on sait que tout ne sera pas toujours une réussite. C'est pourquoi il est inutile de s'acharner sur les erreurs. Il faut se concentrer sur l'avenir. Chaque jour qui vient est une nouvelle chance d'avancer. Le métier que j'exerce exige une pensée indépendante. Si je me contentais de suivre l'opinion générale ou les tendances du moment, je n'obtiendrais jamais de résultats remarquables. C'est pourquoi j'ai besoin d'un environnement qui favorise l'autonomie de pensée et d'un état d'esprit qui me permet de décider par moi-même. Je travaille avec un associé brillant, un homme nommé Charlie Munger. Il est exceptionnellement intelligent et possède un jugement remarquable. Nous partageons des idées similaires et bien que nous échangions parfois, ce n'est pas nécessaire très souvent. Je connais sa façon de penser, il connaît la mienne. Il m'a énormément appris. Souvent, je n'ai même pas besoin de l'appeler. Je sais déjà ce qu'il dirait. Si je devais m'entourer d'un comité pour prendre des décisions, c'est probablement que je ne devrais pas être en charge. J'assume pleinement la responsabilité, mais je préfère éviter les votes collectifs. J'ai vu trop d'exemples, surtout dans le monde de l'investissement, où plus les groupes sont grands, plus les décisions deviennent fades et sans originalité. Et je ne crois pas qu'on puisse obtenir des décisions d'investissement brillantes en comité. J'ai toujours considéré que le quotient intellectuel et le talent représentent la puissance du moteur. Mais ce qui compte vraiment, c'est l'efficacité avec laquelle on utilise ce moteur. Beaucoup de gens commencent avec un moteur de 400 chevaux et ne produisent que 100 chevaux de résultat. Il vaut mieux avoir un moteur de 200 chevaux et en tirer le maximum. Alors, pourquoi certaines personnes intelligentes sabotent-elles leur propre rendement? Cela tient aux habitudes, au caractère, au tempérament. En fin de compte, cela revient à agir avec rationalité, à ne pas se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Je le dis souvent, chacun ici a les capacités nécessaires pour faire tout ce que j'ai pu faire, et même bien plus. Certains le feront, d'autres non. Et ceux qui échoueront, ce ne sera pas parce que le monde les en a empêchés, mais parce qu'ils se seront eux-mêmes mis des limites. Il est essentiel de s'entourer de personnes qui incarnent ce que vous souhaitez devenir. Cela influence profondément votre trajectoire. Et parmi toutes ces personnes, celle qui comptera le plus pour votre avenir, c'est votre partenaire de vie. Je ne saurais trop insister sur l'importance de ce choix. Au cours de la vie, les personnes qui t'entourent joueront un rôle fondamental dans la manière dont tu te développes. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des amis qui non seulement te plaisent, mais aussi ceux que tu admires et respectes. Garde ces amis toute ta vie. J'ai une conviction assez ancienne. Je pense qu'on ne devrait investir que dans des choses qu'on comprend vraiment. Et par « comprendre », je ne parle pas simplement de savoir comment un produit fonctionne ou à quoi il sert, mais de comprendre les bases économiques de l'entreprise et de pouvoir imaginer à quoi elles ressembleront dans 10 ou 20 ans. Par exemple, j'ai une idée assez précise de ce à quoi ressembleront les aspects économiques des chewing-gums de la marque Wrigley dans une décennie. Internet ne changera pas la façon dont les gens mâchent du chewing-gum, ni le type de chewing-gum qu'ils choisiront. Si tu détiens une part importante du marché du chewing-gum avec des marques comme Double Mint, Spearmint ou Juicy Fruit, ces marques continueront d'exister dans 10 ans. Je ne peux pas prédire avec exactitude les chiffres que Wrigley aura dans 10 ans, mais si j'essaie de les projeter, je ne serai pas très loin de la réalité. Évaluer cette entreprise fait partie de ce que j'appelle mon cercle de compétences. Je comprends ce qu'ils font, l'économie de leur modèle, les aspects compétitifs de leur marché. C'est donc dans mes capacités de prédire les conséquences économiques de cette entreprise. Prenons l'exemple des téléviseurs. Je crois qu'il se vend entre 20 et 25 millions d'unités par an aux États-Unis. Mais à ma connaissance, aucun téléviseur n'est fabriqué aux États-Unis. On pourrait penser que l'industrie des téléviseurs est un grand secteur. Dans les années 50, personne n'avait de téléviseur. Aujourd'hui, tout le monde en a plusieurs. Pourtant,
aucune entreprise américaine n'a fait d'argent en fabriquant des téléviseurs. Des sociétés comme Magnavox ou RCA n'existent plus. Dans les années 20, la radio était l'équivalent de cette situation. Il y avait plus de 500 fabricants de radios aux États-Unis. Aujourd'hui, il n'en reste plus aucun. En revanche, Coca-Cola, qui a commencé en 1886 dans une petite pharmacie appelée Jacob's Pharmacy, a traversé les années. Malgré l'apparition de nombreux concurrents, Coca-Cola continue de vendre environ 1,1 milliard de portions de 8 onces de ses produits. Pas seulement du Coca-Cola, mais aussi du Sprite et d'autres chaque jour dans le monde entier, 117 ans après sa création. Ainsi, comprendre les caractéristiques économiques d'une entreprise n'est pas la même chose que prédire qu'une industrie entière va réussir. Quand je regarde les entreprises dites technologiques ou les affaires en ligne, je pense que c'est merveilleux. J'adore utiliser mon ordinateur, commander mes livres sur Amazon, faire toutes sortes de choses. Mais si je ne sais pas qui va sortir vainqueur dans ce domaine, je ne m'intéresse pas à l'investissement. Je préfère simplement continuer à l'utiliser à des fins personnelles, sans investir de l'argent. Définir ton cercle de compétences est l'aspect le plus important de l'investissement. Il ne s'agit pas de la taille de ce cercle. Tu n'as pas besoin d'être un expert en tout. L'essentiel est de bien connaître les frontières de ce que tu sais et de ce que tu ne sais pas, et de te tenir dans ses limites. Thomas Watson, le fondateur d'IBM, disait dans son livre « Je ne suis pas un génie, mais je suis intelligent dans certains domaines et je reste dans ces domaines. » Voilà la clé. Si je comprends bien certaines choses et que je me concentre sur ces domaines, ça ira. Mais si je me laisse emporter par l'excitation du moment, parce que mes voisins parlent d'actions qui montent et que je commence à jouer dans des terrains que je ne maîtrise pas, je vais finir par perdre et je le mérite. Je me souviens avoir rencontré Bob Woodward peu après la publication de Tous les hommes du président. Il avait moins de 30 ans et commençait déjà à se faire de l'argent. Nous avons déjeuné ou pris le petit déjeuner au Madison Hotel et il m'a demandé « Que dois-je faire avec cet argent ?» Je lui ai répondu « Investir, c'est simplement se donner l'histoire juste. » Je lui ai dit « Imagine que Ben Bradley te demande ce matin d'écrire sur la valeur de la société The Washington Post. Que ferais-tu? » Dans un mois, tu irais interviewer des courtiers en télévision, en journaux, des propriétaires, et tu essaierais d'évaluer chaque actif. C'est exactement ce que je fais. Je me donne l'histoire juste. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, il y a des histoires que je ne peux pas écrire. Si tu me demandes d'évaluer une entreprise glamour, mais qui ne génère pas de profit, je ne saurais pas comment m'y prendre. Mais si tu me demandes d'écrire l'histoire d'une entreprise énergétique, je peux le faire sans problème. C'est ce que je fais tous les jours. C'est ma manière de peindre depuis plus de 50 ans. Je choisis ce que je veux peindre. Je n'ai pas à suivre ce que Wall Street me dit de faire le trimestre suivant. J'ai le pinceau, j'ai la toile, et la toile est infinie. C'est un jeu formidable, et j'ai la chance de pouvoir y jouer chaque jour avec des gens que j'apprécie. Je n'ai pas à m'associer à des personnes qui me donnent des maux d'estomac ou qui me mettent mal à l'aise. J'ai souvent dit que si, à 65 ou 70 ans ou plus, les personnes que tu veux voir t'aimer réellement t'aiment, alors tu peux considérer que tu as réussi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui, arrivé à cet âge, je ne parle pas des personnes vivant dans une pauvreté extrême ou souffrant de douleurs physiques intenses, et qui soit aimé par beaucoup de gens, ne soit pas heureux. J'ai rencontré des gens incroyablement riches, mais aussi beaucoup de personnes âgées, sans joie. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de plus de 70 ans qui se sent bien vis-à-vis de ses enfants et qui, en même temps, se sent mal dans sa vie. Dans toute mon expérience, cela n'arrive pas. Au cours de ma vie, j'ai rencontré de nombreuses personnes extrêmement riches qui, cependant, n'ont pas réussi à avoir de bonnes relations familiales. Ces personnes ne se sentaient pas bien par rapport à leurs enfants, ou les enfants ne se sentaient pas bien par rapport à eux. Vous voyez ce que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, elles ont échoué dans la mission la plus importante qu'elles avaient, enseigner l'importance des relations humaines. Et parfois, cela arrive pour des raisons externes, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un, peu importe sa situation économique, qui ait eu l'impression que sa vie était un échec. Je me souviens d'un homme extrêmement riche, qui avait mis beaucoup d'argent au nom de ses enfants, parce qu'il ne voulait pas qu'ils aient de contrôle dessus.
Une fois par an, il dînait avec eux et essayait de les amener à signer sa déclaration de revenus en blanc. Imaginez cela, il avait 4 enfants et aucun d'entre eux n'avait assez confiance en lui ou lui en eux pour accepter cette demande. C'était une situation absurde. Il essayait de les séduire lors de ce dîner, mais il savait parfaitement ce qui se passait. Une fois par an, il les soudoyait d'une certaine manière pour qu'ils signent leur déclaration de revenus en blanc, afin qu'ils puissent la soumettre sans qu'ils sachent ce qu'ils possédaient réellement. Ce genre de situation, je l'ai vu se répéter encore et encore. J'ai été témoin de nombreux cas où, même après avoir rencontré un grand succès dans les affaires, ces personnes ne se sentaient pas vraiment bien dans leur vie. Le cas de Long Term Capital Management, LTCM, est particulièrement fascinant et j'espère que la plupart d'entre vous en ont entendu parler. L'histoire est en effet fascinante, car si vous prenez John Meriwether, Eric Rosenfeld, Larry Heilenbrand, Greg Hawkins, Victor Ahani, ainsi que les 2 lauréats du prix Nobel, Merton et Scholes, ensemble, ils forment un groupe de personnes avec une intelligence exceptionnelle. Il est probable que ces 16 individus avaient un QI moyen plus élevé que n'importe quel autre groupe de 16 personnes travaillant ensemble dans une entreprise dans tout le pays, même si vous les comparez à Microsoft ou à toute autre entreprise de renom. Il y avait une quantité incroyable d'intellect dans cette pièce. Maintenant, ajoutez à cela le fait que ces 16 personnes avaient une vaste expérience dans le domaine dans lequel elles opéraient. Ce n'étaient pas des gens qui s'étaient enrichis en vendant des vêtements pour hommes et qui, d'un coup, s'étaient lancés dans le secteur des valeurs mobilières. Au total, ces 16 personnes avaient probablement entre 350 et 400 années d'expérience cumulées dans ce qu'elles faisaient. Et pour couronner le tout, la plupart d'entre elles avaient pratiquement toute leur fortune personnelle investie dans l'entreprise. Elles risquaient des centaines de millions de dollars de leur propre argent. Vous ajoutez à cela un intellect très élevé et une expertise dans un domaine qu'elles connaissaient bien, et pourtant, elles ont fini par faire faillite. Pour moi, cela reste absolument fascinant. Si jamais j'écris un livre, il s'appellera probablement « Pourquoi les gens intelligents font des choses stupides ». Mon associé plaisante en disant que ce devrait être une œuvre autobiographique, mais en fin de compte, ce cas de LTCM pourrait être une illustration parfaite. Ce sont des gens parfaitement décents, que je respecte, et qui m'ont aidé quand j'ai eu des problèmes avec Salomon. Ce ne sont pas du tout de mauvaises personnes, mais pour gagner de l'argent qu'ils n'avaient pas besoin de gagner, ils ont risqué ce qu'ils avaient besoin de conserver, et c'est tout simplement stupide. Peu importe quel est votre QI, si vous risquez quelque chose qui est important pour vous pour obtenir quelque chose qui ne l'est pas, cela n'a tout simplement aucun sens. Peu importe si les chances de succès sont de 100 contre 1 ou de 1000 contre 1. Si vous me donnez un revolver avec 1000 chambres et une balle dans l'une d'elles et que vous me dites « mets-le contre ta tempe, combien veux-tu qu'on te paie pour appuyer sur la gâchette une fois ?» Je ne le ferai pas. Vous pouvez me proposer n'importe quelle somme, mais cela ne m'apporte rien du côté positif, et le côté négatif est bien plus clair. Donc, je ne m'intéresse pas à ce genre de gain. Et pourtant, les gens le font dans le domaine financier, sans vraiment réfléchir. Une chose que je peux vous dire, c'est que je ne m'étais pas rendu compte, lorsque je sortais de l'école, à quel point les personnes exceptionnelles peuvent se distinguer. Et ce n'est pas parce qu'elles ont un QI de 200 ou quelque chose du genre, mais plutôt à cause de leur comportement. Vous savez, de l'énergie qu'elles apportent, de leur engagement, de la qualité avec laquelle elles accomplissent leurs tâches, de la façon dont elles traitent les gens autour d'elles. Tout cela compte. Et croyez-moi, vous remarquerez bien plus ces personnes que vous ne l'imaginez. Une des compétences que vous voudriez absolument acquérir, que cela vous plaise ou non, est de vous sentir très à l'aise, même si cela vous prend un certain temps, avec la prise de parole en public, par exemple. C'est une compétence qui vous servira pendant 50 ou 60 ans, et elle devient un handicap si vous n'aimez pas cela ou si cela vous met mal à l'aise. Ce sera aussi un handicap pendant 50 ou 60 ans, et c'est une compétence indispensable. Mais beaucoup de compétences sont en fait des compétences humaines. Si vous parvenez à tirer le meilleur des gens autour de vous, c'est un talent rare et il n'est pas lié au QI. Ce talent est lié à l'attitude que vous avez envers le monde et envers les autres.
Et c'est une compétence qui, si vous y travaillez dès le début et que vous en êtes vraiment conscient, vous permettra de faire ressortir le meilleur de ceux qui vous entourent, ce qui vous rapportera de très gros bénéfices. Enfin, lorsque vous gérez votre propre empire d'affaires, vous avez un grand avantage. Vous pouvez le réorganiser à tout moment, pratiquement sans frais. Cette flexibilité est incroyable et pourtant, beaucoup de gens ne l'exploitent pas à sa juste valeur. Il n'y a rien dans les fluctuations des actions qui vous indique si vous devez continuer à les détenir. Ce qui vous dit si vous devez les conserver, c'est ce que vous attendez de l'entreprise dans le futur, par rapport au prix actuel auquel elle se vend, et comment cela se compare avec d'autres opportunités commerciales que vous pensez bien connaître. En fin de compte, il n'y a que cette comparaison qui compte.